les différents intervenants de la table ronde qui suit, voilà, orchestrée Thomas par Carlier, Julien Cheval, voilà, Julien Cheval, Thomas Carlier. Aurélien Fouillet, Paul Macheret. Voilà, et donc Aurélien Fouillet, donc, qui est chercheur, enseignant à l'école Camondo, directeur de mémoire, particulièrement impliqué, entre autres, parce que c'est un esprit qui est très prolixe sur la question des savoir-faire et des métiers d'art. Sur des questionnements, comme l'a dit Edwige, je pense des questionnements vraiment très très contemporains. Aurélien, c'est à toi, merci. Merci René Jacques. Merci déjà effectivement à l'école Camondo de m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Merci à vous d'avoir accepté de prendre la parole et de discuter avec nous. Donc cette table ronde, elle a comme intitulé de départ « Nouvel artisanat, artisanat contemporain, savoir-faire traditionnel et nouvelles technologies ». Et peut-être juste pour introduire cette thématique, et puis vous passez la parole ensuite, quelques petites remarques comme ça sur ce titre. Comme l'a rappelé Edwige, il y a une chose très importante, je pense, à défendre vis-à-vis des métiers d'art et des métiers de la création en général. C'est l'idée que c'est des métiers du présent. Ce n'est pas des métiers effectivement patrimoniaux, ils le sont aussi, mais d'une certaine manière, justement, parce qu'ils sont toujours ancrés dans l'époque dans laquelle ils s'expriment. C'est même des métiers du présent, c'est même des techniques qui se font toujours au présent. Hein. L'histoire des métiers d'art, je le rappelle toujours aux étudiants, c'est une histoire de l'innovation d'abord. C'est pas une histoire d'un savoir-faire figé, c'est des nouveaux outils, des nouvelles techniques, des nouveaux processus qui sont constamment mis au jour. Et ça me faisait penser, en écoutant Edwige, alors c'est pas la phrase exacte d'Albert Camus, mais Camus disait quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que la meilleure façon d'investir l'avenir, c'est de se concentrer d'abord sur le présent et d'être finalement à ce qu'on fait, quoi. Alors oui, l'artisanat, c'est des métiers de création, c'est des métiers d'innovation. Et peut-être plus que d'ailleurs les nouvelles technologies, je pense que c'est important d'acter le fait que c'est plus des nouvelles technologies. Elles ont 40, 50, 60 ans pour certaines. L'école Boulle est une des premières écoles à avoir eu une commande numérique dans les années 70-80. Donc c'est des technologies qui sont profondément contemporaines et plus nouvelles. Et justement, le panel de gens qui sont ici ce matin et que vous verrez au fil de ces journées, de ces tables rondes, témoigne en fait de l'intégration de ces technologies dans les processus de création actuels, contemporains. Et puis, il y a un angle peut-être que je vous propose pour nos discussions, c'est justement celui... alors, à la suite, peut-être aussi de ce qu'ont dit Ruskin, William Morris, père fondateur un peu des arts décoratifs, du design, de l'architecture d'intérieur. Et ce que Walter Gropius, directeur du Bauhaus, dira ensuite aussi, c'est-à-dire comment finalement ces outils technologiques sont potentiellement comme des gisements en fait, de nouvelles formes du beau. Et quand il dit ça, la question qu'il pose d'une certaine manière, c'est comment en fait vos pratiques respectives créent une esthétique contemporaine et comment finalement la création va interroger la technologie et comment la technologie en retour va développer de nouvelles potentialités créatives. Et vous l'avez rappelé, René Jacques, Edwige, Sandrine, quand je dis esthétique contemporaine, c'est justement comment on intègre les questions environnementales, de durabilité, les questions sociales, les questions culturelles. C'est ça l'esthétique, c'est comment on sent le monde en fait. Et donc, voilà, un peu peut-être un premier contexte, en tout cas pour discuter. Donc, je vous présente rapidement mes co-discutants, Julien Cheval, qui est donc étudiant à l'école Camondo, qui a fait son mémoire sur la relation entre artisans et designers, artisans et architectes d'intérieur.
Thomas Carlier, qui a travaillé donc sur des objets en biomatériaux, il pourra nous en dire un peu plus. William Boujon, qui est designer pour Bold Design, et Paul Macheret, qui donc dirige la fonderie Macheret avec son frère, si j'ai bien compris, voilà, qui est une fonderie qui existe depuis plusieurs décennies maintenant et qui va intégrer le programme Atelier Campus incessamment. Alors je ne sais pas si sur ce que je viens de dire, vous voulez rebondir, si vous avez déjà peut-être une idée de choses que vous pourriez présenter, peut-être déjà présenter votre travail et voir comment il résonne avec ce qu'on vient d'introduire. Moi je peux démarrer un petit peu. Bonjour tout le monde, bonjour la toile. Oui, donc alors moi je suis William Boujon, je suis cofondateur de l'agence Bold Design avec Julien Benayoun. Et c'est des sujets qui nous intéressent depuis très longtemps. Alors non seulement l'artisanat à travers les outils qu'on va avoir sur... Alors, j'ai eu pas mal de soufflèges de verre parce qu'on a parlé de Mazental, tout ça. Donc l'outil que va utiliser l'artisan, mais aussi l'outil qu'on va utiliser par la suite. Et en fait, quand tu parlais de technologie tout à l'heure, en fait on est juste en train de parler d'outils. Donc on a des outils qui vont être plus complexes que d'autres, plus technologiques que d'autres, mais on est juste en train de parler d'outils. Et l'outil va façonner, quoi qu'il en soit la forme, l'objet et la pratique. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu autour de ça qu'on va tourner. Et évidemment, je pense que de toute façon, chaque époque se forge aussi avec ses outils et ses matériaux. Et en plus de parler d'outils, de savoir-faire, il y a les matériaux aujourd'hui qui sont en train d'apparaître. Et puis des nouveaux matériaux. Alors pas des matériaux forcément extrêmement technologiques, mais tu parlais aussi d'environnement, d'éco-conception et tout ça. Il y a des nouveaux matériaux issus du recyclage qui sont en train d'apparaître, qui sont aussi très intéressants. Donc en fait, le sujet est clairement très vaste. Donc je sais pas, on a 10 heures là pour... Oui, je rebondis, puis je vais passer la parole à Thomas, peut-être pour qu'il développe un peu son propos, justement. Ce que tu dis, oui, c'est... Enfin, il y a une chose, moi, qui me frappe, justement, à travers des métiers d'art et des métiers de la création, du design, de l'architecture d'intérieur, c'est justement de ne plus envisager la technique comme ce qui nous arrache ou nous émancipe du monde dans lequel on vit, finalement, mais c'est une façon d'être au contact permanent de la matière, de ses formes, de ses transformations. Et peut-être que justement le travail de Thomas en est une illustration. Alors oui, du coup, moi je travaille avec la biofabrication. Donc c'est comment détourner ou utiliser des principes de fabrication naturelle dans le design. Donc on entend beaucoup parler du mycélium, des matériaux en champignons, en bactéries, ou alors le détourner par exemple des abeilles et qui produisent la cire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette cire-là? Tout ça, donc ça existe depuis des années, depuis toujours. C'est savoir comment nous, on peut les intégrer dans notre métier pour les mettre en avant ces nouvelles matières. Et créer de nouveaux savoir-faire en fait. Donc on parlait de commande numérique, tous les designers depuis 20 ans apprennent à travailler avec une commande numérique, maintenant avec une imprimante 3D, mais personne ne sait, enfin on ne nous apprend pas à produire une culture de champignons dans notre atelier. Donc ce qui est intéressant avec la relation de savoir-faire, c'est créer de nouveaux métiers en fait, de production de ces matériaux pour que nous on puisse les utiliser de manière plus générale. Donc là, ce que je fais, moi, par exemple, c'est je viens juste pointer du doigt un système de fabrication. Donc la cristallisation, je ne sais pas si vous avez vu ma lampe qui est présentée dans cette exposition. Donc c'est une lampe qui est faite avec des cristaux de sel qui se cristallisent seuls sur la structure. Donc ça, c'est pour pointer vraiment du doigt ce système-là. Donc ouvrir un peu le regard des gens sur cette production-là. L'idée, après, c'est que tout le monde puisse se l'approprier et aille chercher, dans les principes du vivant, une nouvelle matière qu'il pourrait développer et la mettre en avant avec d'autres designers, d'autres artisans, puisque les cristaux, moi je les ai travaillés, par exemple,
en expérimentant seul dans mon petit atelier, c'est-à-dire mon salon. Si demain, je collabore avec un artisan, par exemple la fonderie, avec le cuir, voilà, voir comment on peut mélanger ces matériaux ensemble et créer une relation entre l'artisanat naturel, du vivant, du bio-artisanat et de l'artisanat humain, et créer une relation entre les deux pour la mettre en avant auprès du grand public. Oui, dans ce que tu dis, il y a quelque chose sur le fait que ces métiers d'artisanat, de création, c'est toujours des espaces d'hybridation, de chimérisation, de métamorphose. Et peut-être que Julien, justement par rapport à ton travail de mémoire, comment tu perçois cette relation? Qu'est-ce que tu as découvert dans cette recherche entre voilà, l'artisanat d'art, le designer, l'architecte d'intérieur? Oui, alors effectivement, moi c'est vrai que j'ai peut-être une approche un peu différente de vous qui pratiquez directement la matière. Moi je l'ai pratiqué aussi, parce qu'en fait je suis passé par les Beaux-Arts avant de faire Camondo, donc j'ai plus pratiqué dans les ateliers des Beaux-Arts, et au final quand je suis arrivé à Camondo, je me suis plus intéressé, je me suis rendu compte au final qu'il y avait des gens qui savaient faire des choses beaucoup mieux que moi, et que c'était pas forcément non plus ma vocation, moi, d'apprendre à faire des choses moi-même. Et moi ce qui m'intéressait en tant qu'architecte d'intérieur ou designer, c'était plutôt justement de collaborer avec des gens qui savent faire les choses, qui le font très très bien et qui le feront beaucoup mieux que moi dans tous les cas. Et c'est vrai que j'ai souhaité vraiment, dans mon mémoire, donner la parole à ces artisans. Et j'avais vraiment cette envie de savoir ce qu'eux aussi pensaient, comment eux ressentaient l'idée de collaboration entre les designers, les architectes et les artisans, les gens qui font d'eux-mêmes. Et c'est vrai que tous les artisans que j'ai pu rencontrer ont vraiment cette envie de partager, d'apprendre. Et en fait, je pense que cet apprentissage, il est vraiment mutuel. C'est vraiment un apprentissage entre les deux parties. Et l'un et l'autre sont vraiment capables de s'enrichir mutuellement. Et c'est vrai qu'on le voit dans beaucoup de projets. Je me suis rendu compte que ce qui faisait des très bons projets, c'est quand il y avait vraiment un dialogue entre les deux parties, et vraiment que les deux parties arrivaient à se comprendre. Et je pense que notre rôle à nous, en tant qu'architecte d'intérieur ou designer, c'est aussi d'avoir un petit peu de s'intéresser à tous ces savoir-faire, à tous ces artisans, de ne pas hésiter à aller dans les ateliers, à aller les rencontrer, et d'avoir vraiment cette première approche, cette première base aussi, de pouvoir se comprendre. Et je pense que c'est quelque chose de très important, d'être capable de dialoguer avec la personne qu'on a en face de soi, peu importe son savoir-faire et peu importe sa pratique. Mais il y a vraiment, je pense, une notion de dialogue et de partage entre les deux parties. Je rebondis pour faire rebondir les autres. Il y a un enjeu presque de traduction en fait dans ces métiers. C'est-à-dire comment on fait communiquer ensemble des formes, des savoir-faire, des matériaux, des techniques, des espaces qui a priori ne se rencontraient pas avant, et comment au travers de rencontres personnelles, de rencontres créatives, on produit justement, encore une fois, cette esthétique contemporaine ou ces nouvelles formes du beau. Alors peut-être que Paul et William, justement, vous pouvez nous dire un petit peu, chacun votre tour, comment ce dialogue s'opère finalement dans votre fonderie d'art, et puis William, comment ça œuvre, si je puis dire, chez Boll Design. Oui, merci. En fait, moi je suis Paul Macheret, donc la fonderie d'art Macheret. On travaille le bronze depuis 40 ans. On travaille beaucoup avec des décorateurs, des architectes d'intérieur sur du mobilier, du luminaire. On a nous-mêmes lancé une gamme de luminaires qui s'appelle Entrelade il y a 4 ans à peu près. Et moi je trouve que notre métier, on est un peu des passeurs, hein, parce qu'en fait on parlait de temporalité, on parlait de rester up-to-date, rester au temps présent. C'est grâce aux designers, c'est grâce aux architectes d'intérieur qui viennent avec leurs propositions, et nous on est là pour traduire finalement leur message. Et forcément, c'est pour ça que nous on s'intéresse beaucoup à participer à l'atelier campus, c'est d'être au contact des plus jeunes d'entre vous, et les plus jeunes ce sont vous qui créez finalement cette actualité, et le fait que notre artisanat reste tout le temps dans l'air du temps. Il ne le fait pas tout seul. Alors sinon, on parle de patrimoine. C'est vrai que quand on voit les vieux métiers à tissier, si on est resté là-dessus, on s'arrête, le temps s'est arrêté. Donc l'important, c'est qu'on puisse vous suivre, et c'est grâce à ça également que l'on investit dans la technologie,
Je vais vous donner un exemple. On a travaillé avec Lignereux, qui est sur une pièce qui s'appelle Breathing Earth, qui a été exposée au MAT d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est encore là. Et en fait, la réflexion de Lignereux était très intelligente sur la reconnaissance de la technologie utilisée, puisqu'en fait on a utilisé de l'impression 3D en cire pour réaliser des corps de serpents. Et en fait, quand il s'agissait de polir les écailles, on avait les strates de l'impression 3D qui agissaient, enfin qui surgissaient. Donc on les a un peu polis et puis on lui a dit mais est-ce qu'on doit les atténuer et les estomper complètement? Et il a dit non, surtout pas. Moi je veux que dans 300 ans, chez Drouot, le commissaire-priseur puisse indiquer ça fait partie, ça c'est daté du début du 21e. Donc c'est très intelligent cette réflexion de se dire que la technologie finalement date notre artisanat. Et donc ça veut dire que l'artisanat, il va avec son temps et il est daté par rapport aux technologies qu'il emploie. Alors ces technologies et ce dialogue qu'on a avec vous nous apportez finalement cette créativité. Nous, on est là pour la transcrire, pour la traduire. Effectivement, on est des passeurs. La technologie, elle va nous permettre de... C'est pas, je dis toujours que c'est pas une fin en soi. C'est un moyen, parmi d'autres, qui nous permet généralement d'aller plus vite, parfois en meilleure qualité aussi. Mais pour l'instant, ça n'a pas remplacé les choses. Alors avec l'impression 3D, il y a quand même une limite parce qu'on va pouvoir imprimer du métal, on le fait déjà, pas nous, mais bientôt on imprimera du bronze. Donc jusqu'où va est-ce que le geste, la main de l'homme va continuer à pouvoir exercer? Ça, ce sont des choses qu'il va falloir sur lesquelles on va devoir être vigilant, mais il y a toujours l'œil et l'intelligence de la main qui ne remplacera jamais, même l'IA, je pense. Voilà, c'est un peu une réflexion. Julien, je peux enchaîner assez facilement, mais c'est vrai que par rapport à l'intelligence de la main et l'homme dans cette situation, l'être humain dans cette situation, avec ces outils technologiques, c'est un débat qui existe depuis le début de l'industrialisation, quoi. Moi, je pense que de toute façon, c'est vrai que l'homme sera toujours là, et toujours là à certaines phases, quoi qu'il en soit, que ce soit sur la conception des machines, que ce soit sur les réalisations des premières maquettes, des éléments 3D, pour le passer dans la machine. La machine, enfin voilà, moi c'est pour ça que tout ce qui est numérique, je le visualise vraiment comme un outil. Tu as utilisé le terme de technologie, bon, et c'est ça, c'est-à-dire que après cet univers, j'aime bien aussi cette idée de passeur que tu as amené par rapport à l'artisanat. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a une entente et un dialogue en fait qui s'est établi avec entre les designers, les architectes et le monde de l'artisanat, qui s'ouvre de plus en plus. Voilà, ça devient poreux, il y a ces technologies qui commencent à arriver, qui arrivent en commun. Parce qu'avant de faire la rencontre de technologies, de savoir-faire, c'est même des univers qui se rencontrent. Parce que l'univers de la création dans les écoles de design, dans les écoles d'architecture, et l'univers de l'atelier et des savoir-faire, c'est des univers qui se rencontrent. Donc c'est d'abord des rencontres humaines, il faut qu'il y ait des liens qui se créent, qui se tissent. Il faut apprendre à travailler ensemble. Et ça, c'est comme le vélo, plus on en fait, plus on sait le faire. Et plus des projets intéressants et complexes peuvent surgir justement en commun de ce genre de projet. Et on est sur l'intelligence collective, hein, sur laquelle on met le doigt depuis de plus en plus ces dernières années, quoi. Et tu l'évoquais rapidement à l'instant, c'est-à-dire que comment finalement ces outils de création numérique, pour les appeler de façon un peu générique, ils sont justement un territoire particulier de rencontre entre ta pratique de designer, la pratique d'un artisanat d'art comme la fonderie, les biomatériaux, les dialogues créatifs. En quoi finalement ils sont justement à l'intersection un peu de ces univers-là?
Alors, ils sont à l'intersection de ces univers-là pour plusieurs raisons. Ils sont à l'intersection de ces univers-là parce que, premièrement, n'importe quel artisan va avoir son savoir-faire, un savoir-faire de base qu'il a appris. Et puis, pendant sa carrière, il va essayer de nouvelles choses, il va essayer de nouvelles techniques. Voilà. Donc, tous ces outils-là rentrent déjà dans le développement d'un atelier à part entière. Après, de l'autre côté, les designers, par exemple, se sont emparés aussi de ces outils-là. Donc, se sont devenus aussi, d'une certaine manière, plus seulement créatifs sur le papier, à envoyer un croquis et puis débrouillez-vous avec ça. Ça, c'est une pratique que nous, chez Bold, on a depuis le début, d'être dans les ateliers, de mettre la main à la pâte, de comprendre les outils et les savoir-faire, que ce soit numérique ou non. Et pour le coup, avec ces outils-là, le designer devient aussi un peu technicien d'une partie du savoir-faire et peut lui aussi être dans la transmission avec les ateliers d'artisanat. Je rebondis, je crois que... Alors, aujourd'hui, effectivement, cette fameuse troisième révolution industrielle qui est liée à l'apport du numérique et de la digitalisation nous apporte un langage aussi commun, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes outils. Alors, c'est parfois, on peut dire que ça lisse un peu les choses, la créativité, mais pas tant. C'est-à-dire que tout le monde travaille en 3D maintenant, beaucoup, et ça permet justement d'avoir rapidement d'une idée qui est faite en design, elle est exécutable. Elle est exécutable par des machines ou par des plans, et donc de la main derrière, des machines également. Et ça permet de mieux se comprendre, finalement, d'aller plus rapidement. Par contre, ça n'enlève pas la finalité qui est comment je veux que cette pièce soit polie, soit poncée, soit quelle lumière elle doit, voilà, qu'elle patine, etc. Donc ça on ne peut pas le retranscrire à travers le langage informatique. Donc c'est là où l'apport et l'oral, la tradition orale entre nous est toujours très importante. Et l'humain restera justement cette clé de compréhension, même si le langage nous permet d'aller plus vite. Voilà, parce qu'on a tout de suite... Alors c'est vrai que vous faites des maquettes aussi chez Cavando, c'est très important la maquette, ça visualise. Mais je pense que quand vous êtes face à un artisan qui a l'habitude de travailler maintenant de manière numérique, la maquette finalement, elle a moins d'intérêt. Puisque de toute façon on peut aussi faire de l'impression 3D très rapidement aussi, donc voilà. Mais on partage un discours commun, je crois. Et je me tourne vers vous deux, du coup, et je reviens un peu à ma question de départ, c'est-à-dire comment finalement les questions que vous êtes posées dans votre mémoire, dans votre projet de diplôme, d'où elles sont venues en fait? C'est quoi la question qui vous a en quelque sorte investi pour interroger ce que c'est que concevoir, fabriquer, produire, et comment du coup l'artisanat d'art et les technologies peuvent éventuellement, selon vous, être des réponses à ces questions-là? Moi, en fait, c'était vraiment l'envie de casser un peu un a priori que beaucoup de gens peuvent avoir autour des nouvelles technologies, qui, je pense, peuvent être perçues un peu comme une sorte de facilité, notamment quand elles sont utilisées dans l'artisanat. Et moi, j'ai rencontré un maroquinier qui travaille la gainerie de cuir. Et lui, justement, m'expliquait qu'il y a quelques années, sa boîte était presque en faillite. Et s'il n'avait pas justement investi dans une découpe numérique, une découpe cutter, aujourd'hui, sa boîte n'existerait plus. Et le fait justement d'investir dans ces nouvelles technologies, dans cette nouvelle machine, lui a permis de repousser les limites qu'il avait lui, de repousser toujours plus sa matière, et d'être capable de produire des nouvelles choses plus rapidement, plus qualitatives, et même de faire de la recherche, de pousser encore plus loin sa matière. Et je pense que moi, c'est un peu ça aussi qui m'a intéressé, c'est de me dire pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui sait faire des choses extraordinaires avec ses mains a aussi envie d'aller encore plus loin et est capable de se saisir ou non justement de ces nouvelles technologies. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est presque nécessaire pour toutes ces personnes de se saisir de ces technologies. Thomas ? Alors, moi, avant tout, le point de départ de ce projet, alors c'est une toute petite lassitude,
j'avais envie de découvrir un autre univers qu'on aborde peu en design, trouver un nouveau terrain de jeu avec des nouveaux matériaux. Je suis parti d'un point de départ, c'était une réflexion de savoir est-ce que d'un point de vue génétique, on pourrait dessiner des fruits. C'est-à-dire modifier un arbre génétiquement et savoir est-ce que nous, en tant que designers, on pourrait dessiner une nouvelle forme de fruits. Donc ça, c'était le point de départ. Et ensuite, en redéveloppant tout ça, je me suis intéressé à tous ces matériaux-là, et avec la question aussi quand même des matériaux écologiques, comment on va aborder la production de nos produits, parce que quand même, alors, en termes d'artisanat, on est sur une échelle plus petite, mais après l'artisanat, dépend tout un process de production quand même, où tout le monde achète du mobilier, des vases. Et je me suis dit que c'était en partant de l'artisanat, en modifiant ou en apportant des nouveaux matériaux à l'artisanat, qu'on arriverait à insuffler une nouvelle dynamique. Et vraiment, en fait, c'est ce nouveau terrain de jeu où on peut partir dans toutes les directions. C'est-à-dire une balade en forêt, on se rend compte que le lichen pousse d'une certaine manière, pourquoi pas prendre un morceau de ce lichen, le mettre dans une éprouvette, voir comment il se développe, comment on peut apporter une nouvelle matière qui est en plus renouvelable, recyclable, qui a été peu travaillée. Donc tout à faire, c'est vraiment donner un nouveau souffle, quoi. Et je pense que tout le monde peut s'emparer de cette dynamique-là, et il y a de nouveaux outils à créer. Voilà. Et donc on parlait de production industrielle, on peut dater un objet en fonction de la machine qui a été utilisée pour le faire. Voilà, donc là on est en 2022, on peut créer de nouveaux outils pour produire des objets qui n'ont jamais été faits. Et ça, je trouve ça hyper excitant. Il n'y a pas que les outils aussi. On travaille actuellement avec une entreprise qui se trouve en Ardèche, qui s'appelle Sericine, et qui travaille le verre à soie. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, tout d'un coup, on donne une forme, une carcasse ou une forme, et finalement le verre va tourner tout autour de cette forme, quelle qu'elle soit, pour reconstituer son verre, en fait, son cocon. Et ça donne des très beaux abat-jours, en fait, parce que ça laisse des très belles formes. Et c'est assez extraordinaire parce que finalement, à l'ère où on est dans l'impression 3D avec des technologies 3D, etc., là on se rend compte que finalement on retrouve une forme que l'on fait à la main, etc., ou même en impression 3D, et on va remettre du vivant, de l'organique dessus. C'est assez dingue, en fait. Ouais. Ça nous permet de rebondir là-dessus, et on se dit que rien n'est encore tout fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de choses à développer, à créer, etc. Ouais. Et il y a une deuxième chose importante avec Sericine, du coup, donc c'est vrai que ces verres deviennent des micro-imprimantes 3D, donc ils peuvent produire non, mais c'est ça, hein, en 3 dimensions. Le deuxième point qui est hyper intéressant avec cette entreprise-là, c'est que dans les Cévennes, le verre à soie était hyper utilisé au XVIIIe siècle, je crois, c'est une vraie tradition qui a été totalement abandonnée. Et là, il y a 4 ans, 5 ans maintenant, elles ont redéveloppé, recréé un lieu d'exploitation du verre à soie, donc relancer une dynamique de production qui était totalement abandonnée. Et ça, je pense qu'en parlant de biomatière, biodesign, il faut aussi trouver ces matières-là qu'on avait avant. Et je pense au chanvre. Donc, j'ai travaillé avec l'AFUMA l'année dernière lors d'un concours développé entre l'école Camondo et Intramuros. L'idée, c'est de savoir comment utiliser leur chaîne de production, mais la transformer de manière verte. Alors, l'AFUMA, ils font ces chaises longues que vous connaissez sûrement tous. Ils utilisent une toile plastique pour faire leurs assises. Et on s'est rendu compte que le lieu de l'usine de l'AFUMA se trouve dans la Drôme. La Drôme, c'était un des bassins de la production de chanvre au Moyen-Âge. Et parce que ça commençait au Moyen-Âge, on a arrêté quasiment au début du 19e la production de chanvre. Il y avait tout ce savoir-faire autour de leur usine. Sauf qu'il a été totalement perdu. Toutes les machines qui permettaient de transformer le chanvre en textile ont été exportées, ne sont plus fabriquées, et on a perdu totalement ce savoir-faire et cette manière de produire. Et aujourd'hui, l'AFUMA, qui est quand même en train de grandir dans sa production de mobilier, commence à s'intéresser à ces matières-là pour recréer
une filiale de production de chambres. Donc ça recrée de l'emploi, du savoir-faire, et on arrive avec des matériaux à la fin qui sont totalement écologiques, renouvelables, recyclables. Voilà. Mais on a ces savoir-faire. Et alors justement, chez Bold Design, vous travaillez avec la science, la technique, l'art, et comment finalement ça peut venir nourrir et rebondir un peu sur ce que nous ont dit Thomas, Julien et Paul. Oui, je pense qu'à l'échelle déjà de l'humanité et de notre société, par rapport à la fabrication d'objets, parce que c'est ça qu'on est en train de parler, on est aux prémices du questionnement de la fin de l'âge du plastique, quoi. Et c'est ce genre de réflexions qui vont commencer à se mettre en place, parce qu'on est vraiment au balbutiement, hein, parce que les 3/4 des productions se font aujourd'hui de toute façon comme elles se font depuis longtemps. Et c'est avec ces nouveaux matériaux qu'on va pouvoir commencer à concevoir de nouvelles formes, de nouveaux outils, comme tu le disais aussi, et qu'on va pouvoir projeter le futur de notre société et le futur des objets de notre société. Et est-ce que tu aurais un exemple de projet que vous avez développé qui viendrait illustrer tout ce qu'on est en train de se dire? Là, en plus, c'est quelque chose qui est très frais parce que c'est en train de se faire. On a été sélectionné par Monde Nouveau pour développer un projet qu'on fait en partenariat, même associé avec le studio Hors Studio, qui se trouve à Tours, qui travaille, donc les filles travaillent principalement sur des nouveaux matériaux, justement, développer des nouveaux matériaux en partant de chutes. Qu'elles vont sourcer, qu'elles vont essayer de transformer, développer des recettes pour ces matériaux. Et puis après, on essaie de trouver des solutions pour les exploiter. Et là, on travaille sur une recette qu'elles nous ont concoctée à base de cuir, de déchets de cuir, de l'industrie du cuir, en grande quantité. Donc, pour le coup, c'est des choses qui sont brûlées, hein, simplement. Il n'y a aucune obligation de recyclage malheureusement sur ces entreprises-là. Donc nous, on récupère ce cuir. Grâce à leurs recettes qu'elles nous ont concoctées, là, on est en train de travailler pour le faire passer en partenariat aussi avec Xtree, qui imprime du béton à la base, sur un bras robot pour imprimer des éléments de micro-architecture en cuir recyclé, avec des liants naturels. Donc voilà, là on est complètement sur ce genre de projet. Alors clairement, c'est pas un bâtiment qui va être monté et puis les appartements seront disponibles dans un an. Néanmoins, voilà, on est sur ces recherches de nouveaux matériaux, de comment les utiliser. Et puis l'intérêt, mine de rien, avec l'impression 3D, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on a réussi à imprimer du PLA, on a commencé, au niveau de Bold, on s'est beaucoup intéressé à la terre, à la céramique. Et en fait, tout ce qui va être pâte ductile, on peut penser à l'imprimer aujourd'hui avec les technologies qu'on a. Et sachant que ce n'est qu'un type de technologie d'impression, parce qu'il en existe énormément. Donc voilà, pour un projet au niveau de la matière, mais au niveau de la technique. Et puis tout ça pour être implanté à Tours dans un cloître en s'inspirant de l'architecture du passé, quoi. Donc voilà, on est sur un espèce de... On écrit le présent. Je suis assez d'accord avec la phrase tout à l'heure de Dumas, qui était Amanda Dumas. Voilà, on écrit le présent avec des éléments et des savoir-faire du passé, avec des outils d'aujourd'hui, en essayant de préparer l'avenir, quoi. Et dans tout ce que vous avez dit, il y a une chose qui ressort, je trouve, c'est la dimension locale, territoriale, alors historique, mais au sens où finalement il y a tout un tas de choses qu'on savait faire, qu'on sait toujours plus ou moins faire, et qu'il s'agit de réactiver, alors ou en intelligence avec le territoire, ou en intelligence avec un matériau, ou en intelligence avec une pratique voilà, qui a été un peu mise en sourdine. Il y a même il y a même des choses qui se perdent. Il y a même des choses qu'on le sait, on l'a vu, hein, on le voit de toute façon dans l'histoire, il y a des savoir-faire qui se perdent. En France, on a perdu énormément de savoir-faire. Alors oui, on a développé d'autres savoir-faire, hein, autour de la technologie.
des avions de chasse aussi. Mais par contre, il y a certaines cultures de plantes qu'on a complètement oubliées, des graines qu'on a complètement perdues. Donc il y a des savoir-faire qui se perdent, on en crée aussi. Et par rapport au territoire, de plus en plus, de toute façon, on observe ça aujourd'hui dans le monde entier, et en France n'est pas exclu. On va avoir nos élections présidentielles à venir là. On voit bien qu'il se passe quelque chose où on commence à se regarder un peu, se dire bon, alors oui, il faut fonctionner à l'échelle internationale, et c'est indispensable. Il faut aussi se concentrer sur ce qu'on a, ce qu'on peut développer sur place, pour pouvoir mieux fonctionner tous ensemble à l'échelle mondiale. Donc ces savoir-faire, il faut revenir aussi un petit peu dessus, il faut les développer, et puis il faut créer les nouveaux. Et puis il faut créer les nouveaux avec nos partenaires en Europe, à l'échelle mondiale, parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Et puis aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre dans ce monde avec Internet, un échange de données qui est génial. Nous, on travaille de plus en plus à l'international, au niveau de l'Europe, pendant des années avec des gens qu'on n'a pas rencontrés physiquement. Et ça, c'est une chance incroyable aussi qu'on a. Et justement, alors comment ces rencontres entre artisanat d'art, architectes, designers et ces techniques, ces technologies, finalement, comment elles sont utiles, efficaces, pertinentes pour justement s'inscrire sur un territoire, développer de l'autonomie, peut-être aussi démocratiser un certain regard sur la matière, les objets, parce que tu parlais de fabrication d'objets tout à l'heure. Moi, une chose qui me frappe beaucoup, c'est quand on demande aux gens en quoi sont faits les objets qui sont chez eux. Une fois qu'on a passé bois, métal, plastique, finalement, on sait pas très bien en quel bois, en quel métal. Oui, mais alors, ça, je pense, mine de rien, que c'est extrêmement lié, parce qu'on donne aussi on donne des cours dans des écoles alors de design, donc on a participé à l'atelier campus avec grand plaisir à chaque fois, mais on donne aussi des cours dans des universités à des ingénieurs. Et je pense que c'est dû à la manière dont notre société appréhende l'éducation et le cloisonnement de ces éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certaines universités qui forment des ingénieurs électroniques, ils sont déjà bien avancés en 3e année ou quelque chose comme ça, ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'une bobine de fil d'étain pour faire de la soudure. Parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de faire de la soudure, parce que ils vont faire du calcul très complexe, utiliser des machines très complexes, mais en fait la base du savoir de comment on fait une soudure, du coup elle est zappée. Donc c'est un peu dommage, mais du coup ça va dans le sens de ce que tu dis par rapport à la société où les gens ne vont pas forcément savoir comment a été fait leur objet, dans quel matériau c'est. Voilà. C'est là que, au final, même si on n'est pas dans le design, on ne s'intéresse pas forcément à ça, ça fait partie de la culture générale, au même titre que pas mal de choses. Et Paul, justement, je voulais parler de transmission tout à l'heure. Ouais, non, je voulais rebondir sur effectivement l'importance, et on le voit nous depuis 4 ans, à travers notre marque, on travaille le bronze avec de l'albâtre. Et le fait de le raconter, de raconter cette origine des matières, d'où elles viennent, comment elles en sont arrivées là, qu'elles seront encore là pour des milliers d'années, puisque le bronze est un alliage, mais il ne bougera pas, l'albâtre non plus si on ne le casse pas. Et ça résonne beaucoup. Donc je trouve que ce discours sur les matières, effectivement, alors pour nous il est simple, parce que ce sont des belles matières, et puis ce sont des matières qui sont originelles quelque part. Quand on parle de plastique, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Mais ce discours sur les matières intéresse de plus en plus les gens. Et cette idée de savoir d'où vient ce produit, comment il a été fait, par qui, avec quoi, c'est fondamental. Et jusqu'à aujourd'hui, et on le voit maintenant, on nous demande, les Allemands surtout, est-ce que vos pièces sont réparables? Voilà. Donc tout ça, il faut qu'on le prenne en compte. Et là encore, c'est nous les artisans, on est obligés de se poser ces questions, de les intégrer sous je ne vais pas dire la pression, mais sous cette vague qui arrive, sur cette culture qui va arriver, sur
que vous représentez sur, mais vous allez nous questionner, nous challenger là-dessus, sur c'est quoi vos matières. Est-ce qu'elles sont sustainable, est-ce qu'elles sont durables, d'où elles viennent, et est-ce que je vais pouvoir réparer moi-même mon truc, etc. C'est vachement important, vraiment. Et nous, on est obligé de les intégrer. Voilà, donc et c'est en restant en vous écoutant et en restant sur ces aspects qu'on va nous-mêmes faire perdurer nos métiers en fait. Hein. Voilà. Sinon on est figé et on devient plus du patrimoine et que de l'artisanat. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la fonderie par exemple, l'artisanat de la fonderie, avec toute l'histoire qu'elle a aujourd'hui, a apparu quand on a commencé à réussir à faire fondre convenablement des alliages et autres. Aujourd'hui, ce qui est intéressant par rapport à l'implantation sur les territoires, et c'est même sans parler d'artisanat numérique, on va parler de nouveaux artisanats en fait qui sont en train de s'implanter. Il y a des lieux comme avec qui on est en partenaire aussi, des extensions comme le 8 Fab Lab dans la Drôme et la Fabrique, et où ils vont par exemple utiliser des outils qui sont fabriqués, qui ont été conçus par Precious Plastic. Donc si les gens ne connaissent pas Precious Plastic, ce sont des Hollandais en fait qui ont développé toute une série d'outils pour recycler le plastique. Donc récupérer du coup des éléments de plastique, les broyer, donc en première étape, un broyeur, donc un nettoyage, voilà, toutes ces différentes machines pour réussir à faire de la plaque de plastique recyclé. Une fois qu'on a cette plaque, on la retravaille. Et donc en fait, même par rapport à ça, il y a énormément de choses à faire par rapport à ce nouveau matériau qui est la plaque. Ce nouvel artisanat qui se met en place sur les territoires, sur la récupération du plastique, et une nouvelle pratique en fait, une nouvelle pratique d'artisanat qui se développe. Donc alors, où va-t-elle aller, jusqu'à quand, pour combien de temps, ça on le verra, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais en tout cas, voilà, ces nouveaux artisanats sont en train de se créer en permanence. Et alors, vous deux, comment vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre sur votre relation aux matériaux, au territoire et je me disais, enfin, je ne sais pas si c'est lié, mais il y a tellement de passerelles en fait, culturelles entre ce qu'étaient les utopies de l'Internet, notamment avec les contre-cultures des années 60-70, enfin, ce qui était le projet de l'Internet de partage, de démocratisation, d'information, alors qu'il y a un projet relativement arrivé à ce qu'il voulait faire, mais en tout cas qui propose les outils et les ressources pour ça. Est-ce que pour vous, il n'y aurait pas justement, vous qui êtes né avec l'Internet, si je ne m'abuse, est-ce qu'il n'y a pas un lien même peut-être inconscient, entre justement ce besoin de rencontrer finalement tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément accessibles il y a encore 50 ou 60 ans, mais voilà, qui aujourd'hui sont rendus possibles par tous ces outils-là. Oui, je pense, et je pense qu'on va même l'avoir de plus en plus avec les générations qui arrivent, parce que, par exemple, les jeunes maintenant au collège apprennent à coder, il y a des Fab Labs dans certaines écoles, dans certains collèges, dans certains lycées. Donc je pense que moi je l'ai peut-être un peu, enfin je l'ai pas forcément vécu, mais je pense que les générations actuelles ou celles qui arrivent là vont l'avoir encore plus fortement. Et je pense qu'il y a cette conscience aussi à prendre de toujours cette question du partage. Enfin, tu parlais tout à l'heure des Fab Labs, mais pour moi le Fab Lab au-delà des machines c'est aussi ça. C'est le fait de rencontrer plein de gens et d'être capable de tous ensemble de bidouiller, de dialoguer, de s'enrichir, de chercher des nouvelles choses ensemble, de solutionner des problèmes aussi, pourquoi pas. Et oui, je pense qu'il y a vraiment, faut retrouver, je pense, cette idée d'union et de partage tous ensemble. Et je pense que les générations à venir, alors je l'espère, auront aussi cette envie-là et cette notion-là. Et mais est-ce que justement, par rapport à ce que tu dis au Fab Lab, est-ce que c'est pas déjà ce qui était présent dans les ateliers d'artisanat jusqu'à l'industrialisation, hein. Moi, je me souviens, quand je me suis reformé à l'ébénisterie et à la marqueterie, du prof de restauration qui nous montrait un meuble du 18e sur lequel il y avait 20 ou 30 métiers et qui avait été produit dans un seul atelier. Et finalement, un Fab Lab, c'est si je puis dire, l'actualisation des versions contemporaines
de cette rencontre de savoir-faire, de techniques, d'outils, mais ouvert sur le monde. Oui, les ateliers n'étaient pas forcément. Oui, Thomas. Alors, je voulais rebondir sur plusieurs points que tu as évoqués tout à l'heure. Alors, notamment par rapport à Internet. Ce qui est génial avec Internet, c'est qu'aujourd'hui, une petite idée, on va faire une recherche, on a toutes les informations possibles, très rapidement. Donc ça permet de faire une base solide pour expérimenter. En fait, on vient prendre toutes les pièces du puzzle qu'on trouve sur Internet et on peut s'en servir comme une base de données incroyable pour démarrer notre projet. Donc ça c'est fou parce que ça évite pas mal de pertes de temps. Bon, mais c'est donc, et surtout, on a accès aux travaux de personnes qui sont à l'autre bout de la planète, qui, je pense, j'ai un exemple, qui viennent concasser des coquilles d'œufs en poudre pour faire de la céramique. Bon, on le fait, j'ai vu personne encore le faire autour de moi, donc j'ai eu accès à cette information-là via Internet. Donc ça, c'est fou, il faut savoir s'en servir, bien sûr, mais c'est un outil hyper important. Tout ça pour rebondir sur l'autre question que tu évoquais tout à l'heure, la matière. Je trouve que nous, dans notre métier, ce qui est hyper intéressant, c'est aujourd'hui devenir designer de matériaux. Donc le studio là, qui développe des recettes pour créer de nouvelles matières, je trouve que nous, on est souvent frustrés en tant qu'étudiants en se disant on n'a pas accès, on ne touche pas les choses, on a envie... On rêve l'artisanat, on rêve la menuiserie, l'ébénisterie, en se disant que on va pouvoir avoir un produit fini hyper rapidement, que ça sera très joli. Et donc on a toujours cette frustration un petit peu, on a envie de mettre la main un peu dedans, quoi. On a envie de travailler ça. Bien sûr, sans devenir artisan, puisque on a l'incapacité de faire ça, ce que je disais tout à l'heure. Et je trouve que d'aller chercher, de reporter un peu cette frustration sur la recherche de matériaux qui permettent ensuite de développer des nouveaux savoir-faire avec des artisans qualifiés, c'est un premier pas. Donc c'est vraiment de pouvoir trouver des nouvelles recettes. Ça c'est génial. Le deuxième point que tu évoquais, c'était les gens ne savent pas quelles matières composent leur mobilier ou les objets qui les entourent. Alors, d'un point de vue design écologique, c'est un avantage, je pense. Parce qu'il y a vraiment un gros problème avec les matériaux en champignons, en bactéries, c'est que personne ne veut avoir ça chez soi, pour le moment. Alors c'est beau dans une galerie, c'est beau dans un musée, c'est beau en photo, mais personne n'est vraiment prêt à avoir une table basse en champignons. Non, c'est vrai. Et pourtant, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir amener ces matériaux-là dans la grande consommation, j'ai envie de dire, si on a envie d'avoir un réel impact écologique. Alors, non, la table en champignons qui remplace la table en chêne massif n'a aucun sens, si ce n'est évoquer ou ouvrir l'esprit des gens. Le champignon, ça sera plus pour faire des nouveaux packaging, des semelles de chaussures, voilà. Mais c'est en les montrant comme ça et en les mettant en avant qu'on va pouvoir les transmettre aux autres systèmes de production. Donc ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir vraiment faire ce lien avec l'artisanat, des savoir-faire. Vous travaillez le métal, mais peut-être qu'un jour, un designer va trouver une petite recette d'une nouvelle matière que vous pourrez adapter avec votre savoir-faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment un rayonnement qu'on pourrait avoir, permettre de faire rayonner ces matériaux différemment, et ce sera tout aussi intéressant. On a encore un peu de temps 5 minutes pour ça. 5 minutes. Mais peut-être qu'il y a une ou quelques questions que vous voudriez poser aux intervenants. Justement, sur le mélange, sur les matières et la façon de travailler les matières, on échangeait hier avec Paul Macheret et il me disait qu'il avait des envies assez dingues de fusionner le verre et le métal, si vous pouvez nous en dire un mot. Ouais, bah alors je suis sûr que c'est... Enfin, je dis ça, mais... et je ne le veux pas, mais je suis sûr que c'est pas possible. Et je pense que ça a dû être essayé depuis des siècles et des siècles. Mais voilà, mais peut-être qu'avec l'apport des nouvelles technos, on a peut-être la possibilité de faire en sorte que on mixe
non pas qu'on mélange, mais qu'on mixe le verre et le bronze. Et la problématique, c'est une problématique d'ingénierie finalement, de métallurgie, et puisque en fait on va avoir un bronze, lui, que quand il redescend en température, il va se restreindre, le verre non. Et donc il va y avoir des phénomènes peut-être de cassure, etc. Mais on a envie d'explorer ça, parce qu'il y a encore des choses à faire, et voilà, et donc ouais, ça fait partie aussi, je pense, de tout artisan, d'être dans l'expérimentation, de ne pas se laisser figer, d'aller au-delà. Ça fait partie de notre devoir aussi de transmettre, donc de vous intéresser aussi, les plus jeunes. Donc bon, tout ça, avec l'artisanat français, faut pas se leurrer. Vous dites qu'on est en train de, enfin, tu dis qu'on en a perdu. Oui, on a perdu des savoir-faire, mais l'artisanat français, dans le monde entier, je peux vous assurer que quand on vous parlez, vous dites que vous êtes artisan français, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a une histoire, une culture, et au-delà de nos frontières, qui est très connue, qui est reconnue. Ça date des châteaux. C'est-à-dire que nous, quand on dit qu'on est dans la Loire-Vallée, la vallée de la Loire, les gens disent « Ah ouais, les châteaux, d'où l'artisanat, etc. » Donc, voilà, faut pas non plus faire table rase de tout ça, de cette histoire. Et donc, il y a encore des choses plein de choses à faire, effectivement. Et là, quand je t'entends, ouais, ça donne envie d'expérimenter encore tout un tas de choses. Et puis vous, les designers, vous allez... Voilà. Vous devriez candidater à la Villa Albertine. C'est la villa dont on est mécène pour justement permettre, on a fait rentrer, on a permis que les artisans d'art puissent aller en résidence là-bas. Et l'idée, c'est de permettre aux artisans d'art d'aller rencontrer le marché américain. C'est vraiment ça. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, avec plaisir. On y est déjà. Vous avez raison, là-bas, c'est ça, ils veulent la cheminée du château de Chambord. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Et, oui, enfin, Chambord, Versailles, ça montre aussi une chose importante, c'est qu'il y a, derrière Chambord et Versailles, il y avait une volonté politique de développer des savoir-faire, une industrie. Mais voilà, la charpente de Notre-Dame qu'on est en train de refaire, elle ne pourrait pas être faite aussi facilement et rapidement si on n'avait pas toutes ces technos. Quoi. Et si on n'avait pas les chaînes. Ouais, si on n'avait pas les chaînes, tout à fait. C'est d'ailleurs un autre problème, la question des chaînes. Mais bon. Peut-être juste pour conclure, il y a trois notions. Alors, moi, je suis philosophe de formation, donc je vais conclure sur un truc un peu de philosophe. Mais, tu veux dire quelque chose, Oui, bien sûr. Parce que je vais te laisser la conclusion. C'est gentil. La mienne, là, sera certainement moins. Moi, j'ai trouvé passionnant tout ce que vous avez dit. Et je reviens sur ce qu'a dit Thomas, finalement, au tout début, en disant au départ, il voulait finalement dessiner des nouveaux fruits, comme si on était designer finalement de nouvelles formes, une fois de plus de nouvelles formes. Et puis en fait, au final, c'est pas ce qui vous a intéressé. Et que tout ce que vous avez dit les uns et les autres tourne beaucoup autour de la question des matériaux et du meilleur processus possible pour le transformer. Et moi, j'aurais envie de vous dire, en tant que designer, emparez-vous totalement de ce sujet de la création de matériaux et d'activation des bons process de transformation de ces matériaux, et ne laissez pas ça aux ingénieurs. En France, la France est une terre d'ingénieurs, c'est comme ça depuis, j'ai rien contre les ingénieurs, mais quand même, voilà. Et il y a toujours une forme de combat entre l'ingénieur et le designer. On peut considérer, enfin moi je considère que le designer a un peu perdu, enfin en tout cas n'a pas gagné ce combat dans son rapport à l'industrie. Pas encore. Pas encore. Je souhaite qu'il le gagne. Je ne suis pas totalement convaincu qu'ils soient encore en capacité de le gagner sur ce secteur-là. En revanche, sur tout ce que vous avez dit, dans cette question du regard, du process du designer, dans la création de matériaux et d'activation d'autres process pour le transformer, qui ne sont pas forcément que des process industriels, moi je pense que là vous avez une zone d'épanouissement et de pouvoir, mais vraiment pouvoir au sens politique du terme, en tant que designer, dont il faut impérativement vous en parler. Je te laisse conclure. Moi, je vais juste faire un tout petit élément par rapport à ça. C'est que sur les matériaux, alors oui, le designer peut développer des matériaux, néanmoins, très rapidement, pour la mise en œuvre en fait, de ces matériaux, il va falloir travailler, et là, pas forcément, plutôt main dans la main avec les ingés,
les ingénieurs, parce qu'il faut caractériser ces matériaux, il faut des bureaux de contrôle pour assurer leur stabilité dans le temps ou mécanique, selon ce qu'on veut en faire, et ce qui peut nous projeter sur des utilisations de ces matériaux-là. Donc c'est plutôt travailler intelligemment ensemble. Je peux rebondir une seconde. Pardon. T'as relancé, ouais. C'est relancé. Mais j'avais trop envie. Moi, je pense qu'il y a aussi un sens de fonctionnement, et je suis d'accord, enfin, pour les deux points, de toute façon, de toute manière, on ne peut que collaborer ensemble, mais je suis d'accord sur le fait que dans le process, aujourd'hui, les designers attendent les matériaux des ingénieurs, et attendent 10 ans avant de pouvoir y avoir accès et travailler avec. Et ce qui serait rigolo, et surtout, on est quand même un métier créatif à mettre en avant, c'est d'inverser cette tendance-là, c'est-à-dire on commence les expérimentations, on se rend compte de ce qu'on peut faire très rapidement, on va chercher les savoir-faire, les connaissances des ingénieurs aussi beaucoup plus rapidement, puisqu'on peut aller cibler directement les connaissances, et ensuite on développe s'il y a un intérêt ou pas. Mais je pense que de retourner ou alors collaborer dès le départ, mais d'avoir cet aspect expérimental du côté design, je pense qu'on gagnerait un petit peu de temps, notamment dans cette course aussi, trouver les matériaux les plus écologiques, les plus... Voilà. C'est Michele De Lucchi qui disait le design est le laboratoire de l'industrie. C'est totalement ça. Je pense que, et on a peut-être tendance à l'oublier. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le remettre en marche, en tout cas. Oui, non, mais et même le Bauhaus, Gropius, que je citais tout à l'heure, il allait dans ce sens-là aussi. On peut dire que l'artiste est aussi le laboratoire de l'artisan. Alors, pour conclure, parce qu'on est très en retard, tout ce que vous dites, voilà, moi ça me fait penser à une figure mythologique qui est celle du démiurge. Et pourquoi le démiurge? Parce que le démiurge, étymologiquement, c'est démos et ergon. Démos, c'est le commun, le peuple, la communauté. Et ergon, c'est le travail ou l'œuvre, selon les traductions. Et en fait, la figure créatrice pour les Grecs, c'est celle qui fait œuvre commune. Et tout ce que vous avez dit sur le partage, la transmission, le territoire, la création, etc., me semble aller dans ce sens-là. Et on lui associe trois notions. La techné, donc la technique, le savoir-faire, les outils, etc. La métisse. La métisse, c'est la capacité de s'adapter, c'est la ruse, c'est l'intelligence au sens étymologique, c'est-à-dire de créer des liens. Et puis la poiesis. La poiesis, c'est donc la création. Mais la création chez les Grecs, et ça rejoint peut-être cette idée de mélanger le verre et le métal. Platon, il dit la poiesie, c'est la capacité de faire passer les choses du non-être à l'être. Voilà. Et donc de faire advenir ce qui n'était pas encore là. Et je trouve que voilà, dans tous les propos que vous avez défendus, dans tous les exemples que vous avez donnés, les sources que vous avez citées, les projets, on retrouve bien voilà, ces multiples dimensions et perspectives, évidemment, encore une fois, pour citer Camus, qui sont voilà, au présent, mais qui sont riches d'avenir. Merci beaucoup. Et j'annonce peut-être juste la prochaine table ronde qui se tiendra donc à 14h. Nouveau luxe, nouvelles écritures durables, avec Paul Marchessault, Sébastien Albert, Alexis Markovitz et François-Xavier Richard. Merci beaucoup. Merci.